Depuis l'Antiquité, on cherche à soigner la souffrance psychique. Et tu peux te représenter une longue histoire qui va du traitement moral de Pinel au magnétisme de Mesmer, en passant par la suggestion de Bernheim et l'hypnose de Puységur. Ces approches ont en commun de vouloir agir sur les symptômes, souvent par l'influence directe du thérapeute sur le patient. Freud va rompre avec cette tradition en fondant la psychanalyse qui se centre sur l'exploration de l'inconscient et sur en particulier la infantile. Dans l'interprétation des rêves en 1900 et les 3 essais sur la théorie de la sexualité en 1905, Freud affirme l'existence d'une dès l'enfance et décrit l'enfant comme un polymorphe, c'est-à-dire capable de trouver du plaisir dans de multiples zones du corps et de multiples façons. Il introduit la notion de pulsion, que tu peux comprendre comme un instinct pris dans le langage, et la notion de fixation, c'est-à-dire un arrêt sur une zone ou un mode de satisfaction, ce qui sera essentiel pour comprendre la pulsion, parce qu'elle est prise dans le langage, peut paradoxalement se satisfaire de ne pas être satisfaite et se fixer à certains stades du développement. Imagine un enfant qui, plus tard, reste obsédé par une forme particulière de contact corporel ou par un rituel précis, pour se rassurer, comme s'il n'avait jamais vraiment quitté une étape de son développement. Tu peux lire ça comme une fixation à un point où la pulsion s'est arrêtée et qui va colorer toute sa vie affective. Et Spitz, de son côté, décrit l'hospitalisme, c'est-à-dire la dépression grave du nourrisson séparé de sa mère, et montre à quel point la présence de référents affectifs stables est vitale pour le développement psychique. Tu peux penser à un bébé hospitalisé longtemps, sans figure stable, qui s'occupe de lui, qui cesse de sourire, de réagir, de s'intéresser au monde, comme si la vie psychique se retirait, faute de lien affectif. Freud, dans son texte de 1905 de la psychothérapie, distingue clairement sa méthode analytique des méthodes cathartiques, qui misent sur l'abréaction et la conversion hystérique, et de la suggestion où le thérapeute impose une influence directe. Il met au centre la notion de résistance, c'est-à-dire tout ce qui, chez le patient, fait obstacle au travail analytique. Il introduit aussi la pulsion thérapeutique négative, cette tendance inconsciente du patient à s'opposer à sa propre guérison, la psychanalyse sauvage, qui désigne les interprétations intempestives et hors cadre, et les entretiens préliminaires qui servent à repérer le fonctionnement psychique et le transfert. Si tu compares avec les TCC, tu peux dire que pour ces thérapies, le symptôme est ce qu'il faut supprimer directement, alors que pour la psychanalyse, le symptôme est une formation de compromis entre un désir et une interdiction. Et l'objectif, c'est d'en comprendre la place dans l'économie psychique avant qu'il puisse éventuellement disparaître. Le transfert désigne le processus par lequel les désirs inconscients se rejouent dans la relation à l'analyste. Et il s'appuie sur la foi du patient dans le savoir de l'analyste. Ce que Lacan appellera plus tard le sujet supposé savoir. La résistance, elle, regroupe l'ensemble des réactions inconscientes qui s'opposent à l'analyse. D'abord, pensée comme un obstacle à lever par l'explication, puis comprise comme une manifestation du refoulé lui-même. Tu peux imaginer un patient qui arrive en disant qu'il veut absolument changer, mais qui, dès que tu t'approches d'un point sensible, oublie les séances, arrive en retard, ou se met à parler de tout sauf de ce qui le touche. Ce n'est pas de la mauvaise volonté consciente, c'est la résistance qui se manifeste et qui montre
justement où se situe le refoulé. En 1912, Freud distingue le transfert positif et le transfert négatif en expliquant que la psychothérapie classique s'appuie surtout sur le versant positif, c'est-à-dire le sentiment de confiance et d'attachement, alors que la psychanalyse travaille aussi le versant négatif, fait de rejet, d'hostilité ou de méfiance. En 1920, avec la compulsion de répétition, il montre qu'au-delà du principe de plaisir, il existe une tendance à répéter l'échec et que le transfert est pris dans cette compulsion au point de constituer une véritable névrose de transfert. Imagine un patient qui, séance après séance, reproduit avec toi les mêmes scénarios de déception qu'il a connus avec ses parents ou ses partenaires, comme s'il cherchait inconsciemment à revivre l'échec. Tu peux alors voir le transfert comme une scène où la compulsion de répétition se donne à voir et où la névrose se rejoue dans la relation analytique. Dans la dynamique du transfert en 1912, Freud explique que le transfert réédite les modalités d'amour élaborées au cours du développement en s'appuyant sur des imagos, des figures parentales intériorisées, et sur la neutralité bienveillante de l'analyste, qui permet la réactivation des premières motions pulsionnelles. La névrose est alors comprise comme une régression à des étapes de développement où il y a eu fixation, et le refoulement comme le maintien dans l'inconscient d'une idée insupportable qui reste active et cherche à revenir. Le symptôme étant un compromis entre désir et interdiction. Quand le sujet ne peut pas se souvenir, il met en acte dans le transfert ce qui est refoulé, et tous les symptômes se trouvent rapatriés sur la scène du transfert. Tu peux penser à quelqu'un qui ne se souvient pas clairement de ses relations d'enfance, mais qui, avec toi, se met à parler comme à un parent, te reprocher des absences, à te supplier de ne pas l'abandonner, ou au contraire, te provoquer sans cesse. Ce qu'il ne peut pas dire de son histoire, il le met en scène dans la relation. Et c'est là que le travail analytique doit se faire. Le transfert doit être travaillé dans toutes ses dimensions, y compris dans ses aspects haineux, car l'ambivalence est particulièrement marquée dans la névrose obsessionnelle. Dans Remémoration, répétition et perlaboration en 1914, Freud remplace la catharsis par l'interprétation des résistances et il introduit la notion de névrose de transfert, où la névrose se rejoue dans la relation analytique, ainsi que la perlaboration, ce travail d'élaboration à travers les résistances indispensables pour modifier durablement le symptôme. Le patient ne se souvient pas du refoulé, il le répète en acte, et le trauma nécessite 2 temps. Une première scène vécue sans sens, puis une seconde scène qui, rétroactivement, donne à la première un sens traumatique. Imagine une personne qui a vécu, enfant, une scène confuse, sans comprendre ce qui se passait. Puis, des années plus tard, vit une situation apparemment banale qui révèle brutalement une angoisse intense. C'est cette seconde scène qui donne à la première sa valeur traumatique et qui fait surgir des symptômes que la psychanalyse va chercher à relier à cette histoire. Freud décrit aussi les souvenirs écrans, ces souvenirs fictifs qui masquent la scène traumatique et rappellent que l'hypnose donnait un accès direct au souvenir mais sans traiter la résistance, ce qui expliquait le retour des symptômes. Il distingue le plaisir de la jouissance, cette
dimension d'excès qui menace le sujet se situe au-delà du principe de plaisir et montre que le symptôme maintient un lien avec le désir. Il décrit la différence de structuration oedipienne avec, comme premier objet d'amour, la mère, puis, chez le garçon, une angoisse de castration qui favorise une résolution plus rapide. Et chez la fille, la recherche chez le père de ce qu'elle n'a pas et une angoisse d'abandon. En fait, tu peux te représenter un garçon qui, face à la menace imaginaire de perdre son renonce plus vite à son désir pour la mère et s'identifie au père. Alors qu'une fille, se sentant privée de ce qu'elle imagine que le père possède, se tourne vers lui avec une demande plus marquée, teintée d'angoisse d'être laissée de côté. Ces différences vont marquer la manière dont chacun se situe dans ses relations d'amour et de désir. Le passage à l'acte est compris comme une réponse auto-agressive destinée à éviter une souffrance narcissique trop intense. Et l'enjeu de la cure est de maintenir le conflit au niveau psychique plutôt que de le laisser se décharger dans l'action. La cure repose alors sur 3 axes: la remémoration, la répétition dans le transfert et la perlaboration, qui demandent du temps. Freud introduit la notion de réalité psychique, une fiction qui a des effets réels, et la construction dans l'analyse, c'est-à-dire le récit proposé par l'analyste pour combler les blancs de l'histoire du patient, distinct de l'interprétation ponctuelle. En fait, tu peux imaginer un patient qui raconte une scène d'enfance dont tu sens qu'elle est arrangée, mais qui pour lui a une force de vérité telle qu'elle organise sa vie actuelle. Même si cette scène n'est pas factuellement exacte, elle fait partie de la réalité psychique. Et c'est à ce niveau que tu dois travailler en construisant avec lui un récit qui tienne compte de ce qu'il ne peut pas dire directement. Dans le début du traitement en 1913, Freud décrit le dispositif analytique classique avec 5 à 6 séances de 50 minutes par semaine. L'usage du divan est la règle fondamentale de libre association. Plus tard, Lacan modifiera ce cadre en proposant des séances plus courtes qui se terminent sur un point d'inconscient mis en évidence. Les entretiens d'essai ou entretiens préliminaires servent à repérer la structure du sujet, qu'elle soit névrotique ou psychotique, à repérer le transfert et à établir un diagnostic différentiel. Tu peux rencontrer un patient qui présente des symptômes obsessionnels très nets et dont tu découvres au fil des entretiens qu'il masque en réalité une organisation psychotique, l'obsession servant alors de masque structurant. Dans ce cas, tu ne pourras pas proposer la même forme de cure que pour une névrose obsessionnelle classique. Et les entretiens préliminaires sont justement là pour éviter de te tromper de cadre. Freud pose des règles techniques précises, comme l'heure fixe et le paiement maintenu même en cas d'absence, afin d'éviter que la résistance se fixe sur ces éléments, et recommande d'éviter les relations extérieures à la cure qui introduiraient un transfert préexistant. Le choix du divan permet de se détacher de l'hypnose et de centrer le travail sur la parole, et une période probatoire de quelques semaines sert à juger la possibilité d'une cure analytique. La libre association rompt avec la conversation ordinaire parce que les associations sont surdéterminées par un réseau inconscient que l'on peut repérer à travers les répétitions. Imagine un patient qui, à chaque séance, revient sans s'en rendre compte sur le même mot, la même image ou le même souvenir, alors qu'il croit parler de sujets très différents. Tu prêtes attention à ces répétitions, tu peux repérer le fil de l'inconscient qui traverse son discours, là où lui ne voit qu'un bavardage sans importance. L'interprétation ne doit pas être donnée avant l'installation d'un transfert positif suffisant, car une interprétation trop précoce
renforce les défenses. Elle doit survenir au moment où le patient est à deux doigts de comprendre, comme si tu venais simplement de mettre en mots ce qu'il est presque prêt à saisir. La fin de la cure ne se réduit pas à la disparition des symptômes, même si certains patients s'arrêtent dès qu'ils se sentent mieux. Et Freud utilise la métaphore de l'organisme pour dire que la psychanalyse vise à rééquilibrer les parties conscientes et inconscientes, plutôt qu'à supprimer un seul symptôme. Tu peux voir un patient qui, dès que ses crises d'angoisse diminuent, te dit qu'il n'a plus besoin de venir, alors que tu sens bien que les conflits de fond n'ont pas été travaillés. Si tu acceptes trop vite cet arrêt, le symptôme risque de revenir sous une autre forme parce que l'équilibre psychique n'a pas été réellement modifié. Le paiement a aussi une fonction technique car il limite le déploiement imaginaire du transfert et réintroduit la réalité dans la relation analytique. Le rêve pour Freud doit être raconté deux fois afin de repérer les modifications introduites par l'inconscient entre la première et la seconde vision. La neutralité bienveillante et l'attention flottante sont essentielles parce qu'il s'agit de ne pas moraliser, de ne pas mettre le patient mal à l'aise et d'accorder la même attention à ces énoncés, même ceux qui paraissent insignifiants. Tu peux entendre un patient te raconter un rêve très confus, puis, en le reprenant, changer un détail qui semble minime, comme un lieu ou un personnage. Tu restes attentif à ces petites variations. Tu peux y lire l'intervention de l'inconscient qui modifie le récit pour maintenir le refoulement. Le transfert apparaît souvent lorsque le travail associatif se bloque et c'est à ce moment que l'analyste intervient. La psychanalyse ne cherche pas à imposer brutalement le retour du refoulé, mais à travailler les forces refoulantes elles-mêmes. Le transfert doit être liquidé, car sans cette liquidation, le symptôme peut revenir après la fin de la relation amoureuse transférielle. Tu peux penser à un patient qui, à la fin de la cure, continue de te voir comme la seule personne capable de le comprendre, incapable d'imaginer sa vie psychique sans toi. Tandis que ce lien n'est pas travaillé et desserré. Tant que ce lien n'est pas travaillé et desserré, le risque est que le symptôme se déplace simplement sur une autre relation ou revienne dès que la relation transférielle se rompt. Dans Observations sur l'amour de transfert en 1915, Freud montre que l'amour de transfert est à la fois central et profondément ambivalent. Il constitue un levier puissant pour la cure car il motive le patient à parler et à s'engager, mais il peut aussi servir la résistance puisqu'il surgit souvent au moment où le refoulé menace de revenir. Freud le décrit comme un changement de scène où un amour préexistant se déplace sur la personne de l'analyste. En fait, tu peux rencontrer une patiente qui, après quelques mois de travail, commence à te déclarer son amour, à t'idéaliser, à te voir comme l'homme ou la femme parfaite, alors que tu sais que tu es pris dans une répétition de ses amours passés. Tu prends cet amour comme réel et personnel, tu perds la dimension transférielle et tu risques de bloquer l'accès à l'inconscient. Cet amour doit être traité comme irréel, même s'il est vécu comme authentique par le patient. Car le transfert est avant tout une demande de savoir et non une demande d'amour. Satisfaire la demande amoureuse mettrait fin à la cure et empêcherait l'accès à l'inconscient en transformant la relation analytique en relation de couple. Le clinicien doit donc être franc et cohérent dans son rapport à la vérité, car s'il ment ou se contredit, la cure échoue. Tu peux imaginer un analyste qui, flatté par l'amour de transfert, entretient l'illusion d'une relation réciproque tout en prétendant continuer la cure. Le patient sentira tôt ou tard cette duplicité et la confiance nécessaire au travail analytique sera détruite. Après Freud,
Le contre-transfert, c'est-à-dire les réactions de l'analyste à l'égard du patient, sera reconnu comme un outil précieux pour accéder au monde psychique du patient. Ce que tu ressens face à un patient, que ce soit de l'ennui, de l'agacement, de la tendresse ou de l'angoisse, peut te renseigner sur ce qu'il te fait vivre à la place de ce qu'il ne peut pas encore dire. Tu peux par exemple te surprendre à t'impatienter fortement avec un patient qui, en apparence, est très poli et très calme. Ce décalage entre son attitude et ce que tu ressens peut indiquer qu'il dépose en toi une colère qu'il ne s'autorise pas à exprimer et que cette colère fait partie de son monde psychique refoulé. Freud se dit étranger à l'éthique, au sens moral, c'est-à-dire la distinction entre le bien et le mal. Mais il développe une éthique propre à la psychanalyse, liée aux pulsions, au surmoi et au transfert. Il tient à distinguer la psychanalyse de la psychothérapie, notamment contre les usages adaptatifs défendus par Pfister, qui voudrait faire de la psychanalyse un simple outil d'adaptation sociale. Sa découverte majeure est que le symptôme est une satisfaction au sens large, c'est-à-dire libinale, liée à des pulsions partielles. Chaque organe est soumis à deux types de pulsions. Des pulsions d'autoconservation et des pulsions libinales. Et puis la pulsion peut être définie comme l'usage inconscient d'un organe à des fins libinales. Freud insiste sur l'importance vitale de la théorie et en particulier des pulsions partielles pour comprendre la psychanalyse. La synthèse psychique, c'est-à-dire l'unification des différentes formes psychiques, est confiée au moi qui doit faire la synthèse entre le ça et le surmoi. Mais Freud met en garde contre la tentation de chercher cette synthèse trop vite, comme le souhaite Pfister, car elle vient souvent d'elle-même, parfois trop vite, à l'image des idéaux du clinicien. En fait, tu peux te voir comme clinicien tenter de pousser un patient à devenir rapidement harmonieux, autonome et bien adapté, en projetant sur lui tes propres idéaux. Dans ce cas, tu vas trop vite dans ce sens et tu risques de coller sur lui une image idéale qui masque sa division subjective au lieu de l'aider à la reconnaître et à la supporter. Les idéaux sociaux comme l'amour, l'indépendance ou l'harmonie structurent le moi, mais peuvent aussi masquer la division du sujet. Le surmoi est l'instance héritière des parents et des éducateurs qui maintient le moi dans une dépendance durable et le moi renonce à ses pulsions pour obtenir l'amour du surmoi. Ce renforcement pulsionnel pour des motifs intérieurs constitue la valeur morale du moi. Et Freud, en 1939, va jusqu'à relier le passage du totémisme au monothéisme juif avec un Dieu invisible et l'interdiction de l'image à une forme culturelle de renoncement pulsionnel. En clair, tu peux penser à quelqu'un qui se prive systématiquement de plaisir, non parce qu'on le lui a interdit de l'extérieur, mais parce qu'il se sent coupable dès qu'il s'autorise quelque chose pour lui. Ce n'est plus la loi extérieure qui agit, mais le surmoi intérieur qui exige un sacrifice permanent pour maintenir une image de soi morale. L'éthique, pour Freud, consiste en une limitation des pulsions, d'abord rencontrées dans le besoin d'être aimé et reconnu par le Père. Le sacrifice est alors un renoncement pulsionnel au profit du surmoi, tandis que la sublimation désigne la dérivation de la pulsion vers des buts socialement valorisés. Lacan, dans l'éthique de la psychanalyse, critique la réduction de la psychanalyse à une psychothérapie adaptative et insiste sur le courage nécessaire
pour soutenir la névrose de transfert jusqu'au bout sans céder trop vite à l'idéal d'adaptation. Tu peux imaginer un patient qui, au nom de la morale ou de la religion, se sacrifie entièrement pour les autres, en se rendant malade de culpabilité dès qu'il pense à lui. Tu te contentes de le féliciter pour son altruisme, tu renforces un surmoi tyrannique au lieu de l'aider à interroger ce sacrifice et la jouissance cachée qu'il peut y trouver. Freud met en garde contre le sacrifice de soi pour plaire au surmoi et contre les discours de valeur qui peuvent diviser davantage le sujet. Le psychologue doit être prudent face au mieux-être offert comme un cadeau. Cette promesse peut être une manière de répondre à une demande d'amour plutôt qu'à une demande de savoir. Safoine souligne que la psychanalyse peut devenir une église qui assujettit au lieu de libérer. Si elle se transforme en système de croyances et de normes, au lieu de rester un travail sur le désir et le manque. Tu peux voir des patients qui viennent chercher chez toi une sorte de bénédiction, un label de bonne personne ou de sujet guéri. Tu entres dans ce jeu, tu risques de devenir pour eux une autorité morale plutôt qu'un partenaire de travail sur leur inconscient. Le transfert peut lui être compris comme un attachement qui empêche le sujet de sombrer dans la jouissance. Et Freud, comme Lacan, utilise des métaphores pour éclairer cette fonction. Ulysse, par exemple, se fait attacher au mât de son navire pour entendre le chant des sirènes sans y succomber. Et l'analyste doit, à l'image de ses compagnons, rester sourd à la jouissance, c'est-à-dire ne pas répondre à la demande d'amour ou de fusion. Orphée, dont la musique couvre les voix persécutrices, illustre un usage orphique de la parole, tandis que Boutès, qui se jette à l'eau, incarne celui qui cède à la jouissance. Tu peux imaginer un patient qui, pris dans une pulsion autodestructrice, te demande de le sauver, de le consoler, de combler tous ses manques. Si tu acceptes de jouer ce rôle, tu coupes le travail analytique et tu te laisses entraîner dans la mer des sirènes au lieu de rester attaché à ta position d'analyste. Le transfert sert à attacher le patient pour ensuite le délier et la fin de l'analyse se définit comme un détachement du sujet à l'égard de l'analyste. Freud définit la psychanalyse par sa fin, c'est-à-dire par la liquidation du transfert et la capacité du sujet à se séparer de l'analyse. L'agalma, notion empruntée par Breuer et reprise par Lacan, désigne l'objet précieux supposé contenir le savoir et la guérison, mais qui se révèle vide lorsqu'on l'ouvre, parce que ce n'est pas le désir lui-même, mais l'objet que le désir croit viser. Tu peux voir l'analyste comme cet agalma, supposé détenir le secret de la guérison, alors qu'en réalité, ce qui compte, c'est le travail du sujet sur son propre manque. L'analyse consiste alors à apprendre à vivre avec le manque, à faire avec le rien, plutôt qu'à chercher un objet ou une personne qui viendrait le combler définitivement. Le symptôme a une place et un sens dans la dynamique psychique. Et une fois cette dynamique modifiée, il peut perdre sa raison d'être. La psychanalyse vise à rendre l'inconscient partiellement conscient, à travailler sur le transfert et la résistance, à s'appuyer sur la fixation et le trauma, compris comme un événement sans sens repris plus tard, et à articuler l'inconscient et le conscient pour que le symptôme perde son unité. Le transfert apparaît lorsque le système associatif se rompt et plus on s'approche du noyau pathogène, plus le transfert se renforce.
Tu peux observer qu'au moment où un patient commence à toucher un point très douloureux de son histoire, il se met soudain à t'aimer ou à te détester intensément, comme si tu étais responsable de cette souffrance. Ce renforcement du transfert signale que tu es proche du noyau pathogène et que le travail doit se faire précisément là, sans céder à la tentation de calmer trop vite la relation. Le besoin d'amour peut être compris comme une forme de guérison car il permet au sujet de renoncer à la satisfaction symptomatique pour chercher une satisfaction dans le lien à l'autre. Lacan dira que le transfert est une mise en acte de l'inconscient liée à la répétition et à la résistance à la remémoration. Et c'est en soutenant cette mise en acte sans la confondre avec une relation réelle que l'analyse peut aller jusqu'à la fin.